Même si je m'étais laissé tomber là un œil quelque part dans cette boue, je ne reviendrais pas pour le ramasser. Alors, c'est tout vous dire. Doutez-vous à présent de ma sincérité ? Je ne doutais plus de rien du tout. Il était décidément capable de tout, Baryton. Je crois d'ailleurs qu'il eût été fatal pour sa raison que je me mette à le contredire, dans l'état où il s'était mis. Je lui laissai quelques répits, et puis j'essayai quand même encore un petit peu de le fléchir. Je me risquai dans une suprême tentative pour le ramener vers nous, par les effets d'une argumentation légèrement transposée, gentiment latérale. Abandonnez donc, Ferdinand, de grâce, l'espoir que je me vois revenir sur ma décision. Elle est irrévocable, vous dis-je. En ne m'en reparlant plus, vous me ferez tout à fait plaisir. Pour la dernière fois, Ferdinand, voulez-vous me faire plaisir ? À mon âge, n'est-ce pas ? Les vocations deviennent tout à fait rares, c'est un fait, mais elles sont irrémédiables. Telles furent ses propres paroles, presque les dernières qu'il prononça. Je les rapporte. Peut-être, cher monsieur Baryton, osai-je toutefois encore l'interrompre, peut-être que ces sortes de vacances impromptues que vous vous disposez à prendre ne formeront-elles en définitive qu'un épisode un peu romanesque, une bienvenue diversion, un entr'acte heureux dans le cours un peu austère, certes, de votre carrière. Peut-être qu'après avoir goûté d'une autre vie, plus agrémentée, moins banalement méthodique que celle que nous menons ici, peut-être nous reviendrez-vous, tout simplement, content de votre voyage, blasé des imprévus. Vous reprendrez alors tout naturellement votre place à notre tête, fier de vos acquis récents, renouvelé en somme et sans doute désormais tout à fait indulgent et consentant aux monotonies quotidiennes de notre besogneuse routine, vieilli enfin, si toutefois vous m'autorisez à m'exprimer ainsi, monsieur Baryton. Quel flatteur que ce Ferdinand! Il trouve encore le moyen de me toucher dans ma fierté masculine, sensible, exigeante même. Je le découvre en dépit de tant de lassitude et d'épreuves passées. Non, Ferdinand, toute l'ingéniosité que vous déployez ne saurait rendre en un moment bénin tout ce qui demeure au fond de notre volonté même, abominablement hostile et douloureux. D'ailleurs, Ferdinand, le temps d'hésiter, de revenir sur mes pas n'est plus. Je suis, je l'avoue, je le clame, Ferdinand, vidé, abruti, vaincu, par 40 années de petitesse sagace. C'est énormément trop déjà. Ce que je veux tenter, vous voulez le savoir ? Je puis bien vous le dire à vous, mon suprême ami. Vous qui avez bien voulu prendre une part désintéressée, admirable, aux souffrances d'un vieillard en déroute, je veux, Ferdinand, essayer d'aller me perdre l'âme comme on va perdre son chien galeux, son chien qui pue, bien loin, le compagnon qui vous dégoûte avant de mourir, enfin bien seul, tranquille, soi-même. Mais, cher monsieur Baryton, ce violent désespoir dont vous me dévoilez soudain les intraitables exigences ne m'était jamais apparu, j'en suis éberlué, à aucun moment dans vos propos. Bien au contraire, vos observations quotidiennes me semblent encore aujourd'hui même parfaitement pertinentes. Toutes vos initiatives toujours allègres et fécondes, vos interventions médicales parfaitement judicieuses et méthodiques. En vain chercherai-je dans le cours de vos actes quotidiens l'un de ces signes d'abattement, de déroute. En vérité, je n'observe rien de semblable. Mais pour la première fois depuis que je le connaissais, Baryton n'éprouvait aucun plaisir à recevoir mes compliments. Il me dissuadait même gentiment de poursuivre l'entretien sur ce ton louangeur. Non, mon cher Ferdinand, je vous assure, ces témoignages ultimes de votre amitié viennent adoucir, certes, et d'une façon inespérée les derniers moments de ma présence ici. Cependant, toute votre sollicitude ne saurait me rendre seulement tolérable le souvenir d'un passé qui m'accable, et dont ces lieux suintent. Je veux à n'importe quel prix, m'entendez-vous, et dans n'importe quelle condition m'éloigner. Mais cette maison même, monsieur Baryton, qu'allons-nous en faire désormais ? Y avez-vous songé ? Oui, certes, j'y songeai, Ferdinand. Vous en prendrez la direction pendant tout le temps que durera mon absence, et voilà tout. N'avez-vous pas toujours entretenu d'excellents rapports avec notre clientèle ? Votre direction sera donc facilement acceptée. Tout ira bien, vous le verrez, Ferdinand. Parapine, lui, puisqu'il ne peut souffrir la conversation, s'occupera des mécaniques, des appareils et du laboratoire, ça le connaît.
Ainsi tout est réglé sagement. D'ailleurs, j'ai cessé de croire aux présences indispensables. De ce côté-là aussi, vous le voyez, mon ami, j'ai bien changé. En fait, il était méconnaissable. Mais ne redoutez-vous point, monsieur Bariton, que votre départ ne soit commenté tout à fait malicieusement par nos concurrents des environs? De Passy, par exemple, de Montretout, de Gargan-Livry, tout ce qui nous entoure, qui nous épie par ses confrères inlassablement perfides. Quel sens vont-ils donner à votre noble et volontaire exil? Comment vont-ils le qualifier? Escapade? Que sais-je encore? Frasque? Déroute? Faillite? Qui sait? Cette éventualité l'avait fait sans doute longuement et péniblement réfléchir. Il se troublait encore, là, devant moi, pâlissait en y songeant. Aimée, sa fille, notre innocente, allait dans tout cela subir un sort assez brutal. Il la confiait en garde à l'une de ses tantes, une inconnue à vrai dire, en province. Ainsi, toute chose intime bien liquidée, il ne nous restait plus, à part Rapine et à moi, qu'à faire de notre mieux pour gérer tous ses intérêts et ses biens. Vogue donc la barque sans capitaine. Je pouvais me permettre, après ces confidences, me sembla-t-il, de lui demander au patron de quel côté il comptait se lancer vers les régions de son aventure. « Par l'Angleterre, Ferdinand, » me répondait-il sans broncher. Tout ce qui nous advenait dans si peu de temps me semblait certes bien difficile à assimiler, mais il fallut tout de même nous adapter à ce nouveau sort, en vitesse. Dès le lendemain, nous l'aidâmes, Parapine et moi, à se constituer un bagage. Le passeport, avec toutes ses petites pages et ses visas, l'étonnait un peu. Il n'en avait jamais possédé auparavant de passeport. Tant qu'à faire, il aurait désiré en obtenir quelques autres de rechange. Nous sûmes le convaincre que c'était impossible. Une dernière fois, il trébucha sur la question des cols durs ou mous qu'il lui fallait emporter en voyage et combien de chaque sorte. Ce problème nous amena, mal résolu, jusqu'à l'heure du train. Nous sautâmes tous les trois dans le dernier tramway pour Paris. Bariton n'emportait qu'une légère valise, entendant demeurer partout où il irait et en toutes circonstances, bien mobile et bien léger. Sur le quai, la noble hauteur des marchepieds des trains internationaux l'impressionna. Il hésitait à gravir ces degrés majestueux. Il se recueillait devant le wagon, comme au seuil d'un monument. Nous l'aidâmes un peu. Ayant pris des secondes, il nous fit à ce propos une dernière remarque, comparative, pratique et souriante. « Les premières ne sont pas mieux, fit-il. Nous lui tendions les mains. Ce fut l'heure. On siffla le départ qui survint dans un branle énorme, en catastrophe de ferraille, à la minute bien précise. Nos adieux en furent abominablement brutalisés. « Au revoir, mes infâmes !» eut-il juste le temps de nous dire, et sa main s'est détachée, enlevée aux nôtres. Elle remuait là-bas dans la fumée, sa main, élancée dans le bruit, déjà sur la nuit, à travers les rails, toujours plus loin, blanche. D'un côté, on ne le regretta pas, mais tout de même, ce départ créait un sacré vide dans la maison. D'abord, la façon dont il était parti nous rendait tristes, et pour ainsi dire malgré nous. Elle n'était pas naturelle, la façon dont il était parti. On se demandait ce qui allait pouvoir nous arriver à nous, après un coup pareil. Mais on n'a pas eu le temps de se le demander longtemps, ni même de s'ennuyer non plus. Quelques jours à peine après qu'on l'a eu reconduit à la gare, Bariton, voilà une visite qui s'annonce pour moi au bureau, pour moi tout spécialement. L'abbé Protiste. Je lui en ai appris alors, moi, des nouvelles, et des belles, et la façon fameuse surtout dont Bariton nous avait plaqués tous pour s'en aller vadrouiller dans les Septentrions. Il n'en revenait pas, Protiste, en apprenant ça, et puis quand il a eu compris à la fin, il ne discernait plus dans ce changement que le profit que je pouvais tirer, moi, d'une situation pareille. Cette confiance de votre directeur m'apparaît comme la plus flatteuse des promotions, mon cher docteur, qu'il me rabâchait à n'en plus finir. J'avais beau essayer de le calmer, mis en verve, il n'en démordait plus de sa formule, et de me prédire le plus magnifique des avenirs, une splendide carrière médicale, comme il disait. Je ne pouvais plus l'interrompre. Avec bien du mal, on est revenu tout de même aux choses sérieuses, à cette ville de Toulouse précisément, dont il arrivait, lui, de la veille. Bien entendu, je l'ai laissé me raconter à son tour ce qu'il savait. J'ai même fait l'étonner, le stupéfait, quand il m'a eu appris l'accident qui était arrivé à la vieille. « Comment ? Comment ?» que je l'interrompais, moi. « Elle est morte ? Mais quand donc ça s'est-il passé, voyons ?» De fil en aiguille, il a bien fallu qu'il se mette à table. Sans me raconter absolument que c'était Robinson qui l'avait basculé, la vieille, dans son petit escalier, il ne m'a tout de même pas empêché de le supposer. Elle n'avait pas eu le temps de dire ouf, paraît-il. On se comprenait. C'était du joli, du soigné. À la seconde fois qu'il s'y était repris,
Il l'avait pas loupé, la vieille. Heureusement qu'il passait dans le quartier, à Toulouse, Robinson, pour tout à fait aveugle encore. On n'était donc pas allé chercher plus qu'un accident. Bien tragique, certes, mais tout de même bien explicable, dès qu'on réfléchissait un peu à tout, aux circonstances, à l'âge de la vieille personne, et aussi à ce que ça s'était passé sur la fin d'une journée, la fatigue. Moi, je ne tenais pas à en savoir davantage pour le moment. J'en avais reçu déjà bien assez comme ça des confidences. Quand même, j'ai eu du mal à le faire changer de conversation, l'abbé. Ça le travaillait, son histoire. Il y revenait encore et toujours, dans l'espérance sans doute de me faire me couper, de me compromettre, qu'on aurait dit. C'était midi, il pouvait courir. Alors il y a tout de même renoncé, et s'est contenté de me parler de Robinson, de sa santé, de ses yeux. De ce côté-là, il allait beaucoup mieux. Mais c'était le moral qui était toujours mauvais chez lui. Le moral, décidément, ça n'allait plus du tout. Et cela en dépit de la sollicitude, de l'affection que les deux femmes n'arrêtaient pas de lui prodiguer. Il n'arrêtait pas en échange de se plaindre de son sort et de la vie. Moi, ça ne me surprenait pas de l'entendre dire tout ça, le curé. Je le connaissais, le Robinson, moi. De triste, ingrate disposition qu'il avait. Mais je me méfiais de l'abbé bien davantage encore. Je ne pipais pas pendant qu'il me parlait. Il en fut donc pour ses frais de confidence. Votre ami, docteur, en dépit d'une vie matérielle devenue à présent agréable, facile, et d'autre part des perspectives d'un heureux mariage prochain, déçoit toutes nos espérances, je dois vous l'avouer. N'est-il pas repris par ce goût funeste pour les escapades, ce goût de dévoyer que vous lui connûtes en d'autres temps? Que pensez-vous de ces dispositions, mon cher docteur? Il ne songeait là-bas en somme qu'à tout plaquer Robinson, si je comprenais bien. La fiancée et sa mère en étaient vexées d'abord, et puis elles en éprouvaient tout le chagrin qu'on pouvait imaginer. Voilà ce qu'il était venu pour me raconter, l'abbé Protiste. Tout cela était assez troublant, certes, et pour ma part j'étais bien résolu à me taire, à ne plus intervenir, à aucun prix, dans les petites affaires de cette famille. Entretien avorté, nous nous quittâmes au tramway avec l'abbé, assez fraîchement, pour tout dire. En rentrant à l'asile, je n'avais pas l'esprit tranquille. C'est très peu de temps après cette visite que nous reçûmes par l'Angleterre les premières nouvelles de Bariton. Quelques cartes postales. Il nous souhaitait à tous une bonne santé et bonne chance. Il nous écrivit encore quelques lignes insignifiantes, de ci, de là. Par une carte sans texte, nous apprîmes qu'il était passé en Norvège, et quelques semaines plus tard, un télégramme va nous rassurer un peu. Bonne traversée, de Copenhague. Ainsi que nous l'avions prévu, l'absence du patron fut commentée tout à fait méchamment dans Vigny même et aux environs. Il valait mieux pour l'avenir de l'Institut que nous ne donnions désormais sur les motifs de cette absence qu'un minimum d'explication, aussi bien devant nos malades qu'aux confrères des alentours. Des mois s'écoulèrent encore, mois de grande prudence, ternes, silencieux. Nous finîmes par éviter tout à fait d'évoquer le souvenir même de Bariton entre nous. D'ailleurs, son souvenir nous faisait à tous comme un peu honte. Et puis revint l'été. Nous ne pouvions pas demeurer tout le temps au jardin en train de surveiller les malades. Pour nous prouver à nous-mêmes que nous étions malgré tout un peu libres, on s'aventurait jusqu'au bord de la Seine, histoire de sortir. Après le remblai de l'autre rive, c'est la grande plaine de Gennevilliers qui commence, une bien belle étendue grise et blanche, où les cheminées se profilent doucement dans les poussières et dans la brume. Tout près du halage se tient le bistrot des mariniers. Il garde l'entrée du canal. Le courant jaune vient pousser sur l'écluse. On regardait ça, nous autres, en contrebas, pendant des heures, et à côté, l'espèce de long marécage aussi, dont l'odeur revient sournoise, jusque sur la route des autos. On s'habitue. Elle n'en avait plus de couleur, cette boue, tellement qu'elle était vieille et fatiguée par des crues. Sur les soirs, l'été, elle devenait parfois comme douce, la boue, quand le ciel, en rose, tournait au sentiment. C'est là, sur le pont, qu'on venait pour écouter l'accordéon, celui des péniches, pendant qu'elles attendent devant la porte que la nuit finisse pour passer au fleuve. Surtout celles qui descendent de Belgique sont musicales. Elles portent de la couleur partout, du vert et du jaune, et à sécher des linges pleins des ficelles et encore des combinaisons framboises que le vent gonfle en sautant dedans par bouffées. À l'estaminet des mariniers, je venais souvent tout seul encore, à l'heure morte qui suit le déjeuner, quand le chat du patron est bien tranquille, entre les quatre murs, comme enfermé dans un petit ciel en ripolin bleu, rien que pour lui. Là, moi aussi, somnolent au début d'une après-midi, attendant,
Bien oublié que je croyais, que ça passe. J'ai vu quelqu'un arriver de loin, qui montait par la route. J'ai pas eu à hésiter longtemps. À peine sur le pont, je l'avais déjà reconnu. C'était mon Robinson lui-même. Pas d'erreur possible. Il vient par ici pour me rechercher, que je me suis dit d'emblée. Le curé a dû lui passer mon adresse. Faut que je m'en débarrasse en vitesse. À l'instant, je le trouvais abominable de me déranger au moment juste où je commençais à me refaire un bon petit égoïsme. On se méfie de ce qui arrive par les routes. On a raison. Le voilà donc parvenu tout près du bistrot. Je sors. Il a l'air surpris de me voir. « D'où viens-tu encore ?» que je lui demande ainsi, pas aimable. « De la Garenne ?» qu'il me répond. « Bon, ça va. As-tu mangé ?» que je le questionne. Il en avait pas trop l'air d'avoir mangé, mais il ne voulait pas paraître la crever tout de suite en arrivant. « Te voilà encore en vadrouille alors ?» que j'ajoute. Parce que je peux bien le dire à présent, j'étais pas content du tout de le revoir. Ça me faisait aucun plaisir. Parapine arrivait aussi du côté du canal, à ma rencontre. Ça tombait bien. Il était fatigué, Parapine, d'être aussi fréquemment de garde à l'asile. C'est vrai que j'en prenais un peu à mon aise avec le service. D'abord, en ce qui concerne la situation, on aurait bien donné quelque chose, l'un comme l'autre, pour savoir au juste quand il allait revenir, le baryton. On espérait que ce serait bientôt qu'il aurait fini de vadrouiller, pour le reprendre son bazar et s'en occuper lui-même. C'était de trop pour nous. Nous n'étions pas des ambitieux, ni l'un ni l'autre, et on s'en foutait, nous, des possibilités d'avenir. C'était un tort, d'ailleurs. Faut lui rendre une justice encore à Parapine, c'est qu'il ne posait jamais de questions sur la gérance commerciale de l'asile, sur la façon de m'y prendre avec les clients. Seulement je le renseignais tout de même, malgré lui, pour ainsi dire, et alors je parlais tout seul. Dans le cas de Robinson, c'était important de le mettre au courant. Je t'ai déjà parlé de Robinson, n'est-ce pas? Que je lui ai demandé en manière d'introduction. Tu sais bien, mon ami de la guerre, tu y es? Il me les avait bien entendu raconter 100 fois, les histoires de guerre, et les histoires d'Afrique aussi, et 100 fois de façon bien diverse. C'était ma manière. Eh bien, que je continuais, le voici à présent, Robinson, qui revient en chair et en os de Toulouse, pour nous voir. On va dîner ensemble à la maison. En fait, en m'avançant ainsi au nom de la maison, je me sentais un peu gêné. C'était une espèce d'indiscrétion que je commettais. Il m'aurait fallu, pour la circonstance, posséder une autorité liante, engageante, qui me faisait tout à fait défaut. Et puis Robinson lui-même ne me facilitait pas les choses. Sur le chemin qui nous ramenait au pays, il se montrait déjà tout curieux et inquiet, surtout au sujet de Parapine, dont la figure longue et pâle à côté de nous l'intriguait. Il avait cru d'abord que c'était un fou aussi, Parapine. Depuis qu'il savait où nous demeurions, à Vigny, il en voyait partout des fous. Je le rassurais. « Et toi ?» lui demandai-je. « As-tu au moins retrouvé un boulot quelconque depuis que tu es de retour ?»« Je vais en chercher. » Il se contenta de me répondre. « Mais tes yeux sont-ils bien guéris? Tu y vois bien maintenant avec ?»« Oui, j'y vois presque comme avant. »« Alors t'es bien content ?» que je lui fais. Non, il n'était pas content. Il avait autre chose à faire qu'à être content. Je me gardais de lui parler de Madelon tout de suite. C'était entre nous un sujet qui restait trop délicat. Nous passâmes un bon moment devant l'apéritif, et j'en profitais pour le mettre au courant de bien des choses de l'asile, et d'autres détails encore. J'ai jamais pu m'empêcher de bavarder à tort et à travers. Pas bien différent, somme toute, de baryton. Le dîner s'acheva dans la cordialité. Après, je ne pouvais tout de même pas le renvoyer tel quel à la rue Robinson-Léon. Je décidai sur le champ qu'on lui montrait dans la salle à manger un petit licage en attendant. Parapine n'émettait toujours pas d'avis. « Tiens, Léon, que j'ai dit, moi, voici de quoi te loger tant que tu n'auras pas encore trouvé de place. »« Merci, » qu'il a répondu simplement, et depuis ce moment, chaque matin, il s'en allait par le tramway à Paris, soi-disant à la recherche d'un emploi de représentant. Il en avait assez de l'usine, qu'il disait. Il voulait représenter. Il s'est peut-être donné du mal pour en trouver une de représentation, faut être juste. Mais enfin, toujours est-il qu'il l'a pas trouvée. Un soir, il est rentré de Paris plus tôt qu'à l'habitude. J'étais encore au jardin, moi, en train de surveiller les abords du grand bassin. Il est venu me retrouver là pour me dire 2 mots. « Écoute, » qu'il a commencé. « Je t'écoute, » que j'ai répondu. « Tu pourrais pas me donner un petit emploi, toi, ici même? Je trouve rien ailleurs. »« T'as bien cherché? »« Oui, j'ai bien cherché. »« Un emploi dans la maison que tu veux. Mais à quoi faire? T'en trouves donc pas un petit boulot à Paris? Veux-tu qu'on se renseigne pour toi avec Parapine auprès des gens qu'on connaît? » Ça le gênait que je lui propose d'intervenir à propos de son emploi.
C'est pas qu'on n'en trouve pas absolument, qu'il a continué alors. On en trouverait peut-être du petit travail, bien. Mais tu vas comprendre. Il faut absolument que j'aie l'air malade du cerveau. C'est urgent, et c'est indispensable que j'aie l'air malade du cerveau. Bon, que je lui fais alors, moi, ne m'en dis pas davantage. Mais si, Ferdinand, au contraire, il faut que je t'en dise bien davantage. Et qu'il insistait. Que tu me comprennes bien. Et puis comme je te connais d'abord, t'es long à comprendre et à te décider. Vas-y alors. Que je lui fais, résigné. Raconte. Si j'ai pas l'air fou, ça va aller mal, que je te garantis, ça va barder. Elle est capable de me faire arrêter. Tu me comprends-tu à présent? C'est de Madelon qu'il s'agit? Oui, bien sûr, c'est d'elle. C'est gentil, tu peux le dire. Vous êtes fâché tout à fait alors? Comme tu vois. Viens par ici si tu veux me donner des détails. Que je l'interrompis moi alors, et que je l'entraînais à côté. Ce sera plus prudent à cause des fous. Ils peuvent comprendre aussi des choses et en raconter des bien plus drôles encore, tout fous qu'ils sont. Nous montâmes dans une des pièces de l'isolement, et une fois là, ce ne fut pas long à ce qu'il me reconstitue toute la combinaison, surtout que j'étais déjà bien fixé sur ses capacités, et aussi que l'abbé Protiste m'avait laissé supposer le reste. À la seconde reprise, il n'avait pas raté l'affaire. On ne pouvait plus prétendre qu'il avait vasouillé encore une fois, ça non, pas du tout, rien à dire. Tu comprends, la vieille, elle me courait de plus en plus. Surtout depuis le moment où j'ai commencé à aller un peu mieux des yeux, c'est-à-dire quand j'ai commencé à pouvoir me conduire tout seul dans la rue. J'ai revu des choses à partir de ce moment-là. Et je l'ai revue elle aussi, la vieille. Y a pas à dire, je voyais plus qu'elle. Je l'avais tout le temps devant moi, c'est comme si elle m'avait bouché l'existence. Je crois bien qu'elle le faisait exprès d'être là, rien que pour m'empoisonner, c'est pas explicable autrement. Et puis dans la maison, on était tous, tu la connais, hein, la maison. C'était pas facile de pas s'engueuler. T'as vu comment que c'était petit, on se montait dessus, on peut pas dire autrement. Et les marches du caveau, elles tenaient pas fort, hein? J'avais remarqué moi-même comme il était dangereux l'escalier en visitant la première fois avec Madelon, qu'elle branlait déjà les marches. Non, pour ça, c'était presque du tout fait, qu'il a admis, bien franchement. Et les gens de là-bas? L'interrogeai-je encore. Les voisins, les curés, les journalistes, ils ont pas fait leurs petites remarques, eux, quand c'est arrivé? Non, faut croire. Et puis, ils me croyaient pas capable. Ils me prenaient pour un dégonflé, un aveugle, tu comprends? Enfin, pour ça que tu peux t'estimer heureux, parce qu'autrement... Et Madelon? Qu'est-ce qu'elle faisait dans la combine? Elle en était aussi? Pas tout à fait, mais un peu quand même, forcément. Puisque le caveau, tu comprends, il devait nous revenir en totalité à tous les deux après que la vieille serait passée. C'était arrangé de cette manière-là. On devait s'établir tous les deux dedans. Pourquoi alors, après que ça n'a plus marché, vos amours? Ça, tu sais, c'est compliqué à expliquer. Elle voulait plus de toi? Mais si, au contraire, elle en voulait bien, et même qu'elle restait tout ce qu'il y a de porté sur la question du mariage. Sa mère aussi en voulait bien, et encore plus fort qu'avant, et que ça se fasse dardard à cause des momies de la mère en rouille qui nous revenaient, et qu'on avait bien de quoi vivre tous les trois désormais tranquilles. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous alors? Eh bien, je voulais, moi, qu'elle me foute la paix, tout simplement. La mère et la fille. Écoute, Léon, que je l'arrêtais net, en entendant ces mots-là. Écoute-moi. C'est pas sérieux non plus ta salade. Mets-toi à leur place à Madelon et à sa mère. Est-ce que t'aurais été content, toi, à leur place? Comment? En arrivant là-bas, t'avais à peine de chaussures, pas de situation, rien. T'arrêtais pas de râler la longueur des journées, que la vieille gardait tout ton pognon, et patati et patata. Elle défile, tu la fais défiler plutôt, et tu recommences à refaire des grimaces quand même, et tes petites allures. Mets-toi à leur place à ces deux femmes, hésite-toi un peu. C'est pas supportable. Et comment, moi, alors que je t'aurais envoyé te faire mettre? Tu le méritais 100 fois qu'elle t'envoie au ballon. J'aime autant te le dire. Voilà comment que je lui parlais, moi, à Robinson. Possible. Il m'a répondu alors, du tac au tac. Mais toi, t'as beau être un médecin et bien instruit et tout, tu comprends rien à ma nature. Tais-toi, tiens, Léon. Que je finis par lui dire, et pour conclure. Tais-toi, petit malheureux, avec ta nature. Tu t'exprimes comme un malade. Je regrette bien que Bariton soit actuellement parti aux 400 diables, autrement il t'aurait pris en traitement, lui. C'est ce qu'on pourrait faire de mieux pour toi, d'ailleurs. Ce serait de t'enfermer d'abord, tu m'entends? T'enfermer. Il s'en serait occupé, lui, Bariton, de ta nature. Si t'avais eu ce que j'ai eu, et passé par où j'ai passé, qu'il s'est rebiffé en m'entendant, t'aurais été bien malade aussi sans doute, je te le garantis, et peut-être pire que moi encore, dégonflard comme je te connais. Là-dessus, il se met à m'engueuler d'abondance, tout comme s'il avait eu des droits. Je le regardais bien pendant qu'il m'engueulait. J'avais l'habitude d'être maltraité comme ça par des malades, ça ne me gênait plus. Il avait bien maigri depuis Toulouse, et puis quelque chose que je lui connaissais pas encore lui était comme monté sur la figure. On aurait dit comme un portrait,
sur cette traie même, avec de l'oubli déjà, du silence tout autour. Dans les histoires de Toulouse, il y avait encore autre chose, en moins grave évidemment, qu'il n'avait pas pu digérer, mais en y repensant, il lui en revenait tout de même de la bile. C'était d'avoir été obligé de graisser la patte à tout un monde de trafiqueurs pour rien. Il n'avait pas digéré d'avoir été obligé de donner des commissions à droite, à gauche, au moment de la reprise du caveau, au curé, à la chaisière, à la mairie, au vicaire et à bien d'autres encore, et tout ça sans résultat en somme. Ça le bouleversait quand il en reparlait. Du vol qu'il appelait ces façons-là. Et alors, est-ce que vous vous êtes marié en fin de compte, que je lui demandais pour conclure. Mais non, que je te dis, je ne voulais plus. Elle était tout de même pas mal, la petite Madelon, tu peux pas dire le contraire. C'est pas là la question. Mais bien sûr que si, que c'est la question. Puisque vous étiez libre, que tu me dis, si vous teniez absolument à quitter Toulouse, vous pouviez bien laisser le caveau en gérance à sa mère pendant un temps. Vous seriez revenu plus tard. Pour ce qui est du physique, reprit-il, tu peux le dire, elle était vraiment gentille, je l'admets. Tu m'avais bien tuyauté, en somme. Surtout, imagine que, comme un fait exprès, quand j'ai revu pour la première fois, c'est pour ainsi dire elle que j'ai revue en premier dans une glace. Tu imagines? À la lumière. Il y avait bien à peu près 2 mois que la vieille était tombée. La vue m'est revenue comme d'un coup sur elle, Madelon, en essayant de lui regarder la figure. Un coup de lumière, en somme, tu me comprends? C'était pas agréable? Si, c'était agréable, mais il n'y a pas que ça. T'es foutu le camp tout de même. Oui, mais je vais t'expliquer puisque tu veux comprendre. C'est elle d'abord qui s'est mise à me trouver drôle, que j'avais plus d'entrain, que j'étais plus aimable, des chichis, des flaflas. C'est peut-être des remords qui te travaillaient. Des remords? Je sais pas, moi. T'appelleras ça comme tu voudras, mais j'étais pas en train, voilà tout. Je crois tout de même pas que c'était des remords. T'étais malade alors? Ça doit être plutôt ça, malade. Voilà d'ailleurs 1 heure au moins que j'essaye de te le faire dire que je suis malade. T'admettras que tu y mets du temps. Bon, ça va, que je lui réponds. On le dira que t'es malade, puisque tu crois que c'est le plus prudent. Tu feras bien, qu'il a encore insisté. Parce que je garantis rien en ce qui la concerne. Elle est bien capable de bouffer le morceau avant qu'il soit longtemps. C'était comme une sorte de conseil qu'il avait l'air de me donner. Et j'en voulais pas de son conseil. J'aimais pas ce genre-là du tout à cause des complications qui allaient recommencer. Tu crois, toi, qu'elle boufferait le morceau? Que je lui demandais encore pour m'assurer. Mais elle était quand même un peu ta complice. Ça devrait la faire réfléchir un moment avant de se mettre à baver. Réfléchir? Qu'il ressaute lui alors en m'entendant. On voit bien que tu la connais pas. Ça le faisait rigoler de m'entendre. Mais elle n'hésiterait pas 1 seconde, comme je te le dis. Si tu l'avais fréquentée comme moi, tu n'en douterais pas. C'est une amoureuse que je te répète. T'en as donc jamais fréquenté, toi, des amoureuses? Quand elle est amoureuse, elle est folle, c'est bien simple. Folle. Et c'est de moi qu'elle est amoureuse et qu'elle est folle. Tu te rends compte? Tu comprends? Alors tout ce qui est fou, ça l'excite. C'est bien simple, ça l'arrête pas, au contraire. Je ne pouvais pas lui dire que ça m'étonnait quand même un peu qu'elle en soit arrivée en quelques mois à ce degré de frénésie, Madelon, parce que tout de même je l'avais connue un petit peu moi-même, Madelon. J'avais mon idée à son sujet, mais je ne pouvais pas la dire. D'après la façon dont elle se débrouillait à Toulouse, et telle que je l'avais entendue quand j'étais derrière le peuplier le jour de la péniche, c'était difficile de me figurer qu'elle avait pu changer de disposition à ce point, en si peu de temps. Elle m'avait semblé plus débrouillarde que tragique, gentiment affranchie, et bien contente de se caser avec des petites histoires et son petit chiquet partout où ça pouvait prendre. Mais pour le moment, où nous en étions, je n'avais plus rien à dire. J'avais qu'à laisser passer. Bon, bien, ça va, que je conclus. Et sa mère, alors? Elle a dû faire un peu de bruit aussi, la mère, quand elle a compris que tu te débinais pour de bon. Tu parles? Même qu'elle répétait toute la journée que j'avais un caractère de cochon. Et remarque ça, juste au moment où j'aurais besoin, au contraire, qu'on me parle bien aimablement. Quelle musique! En somme, ça ne pouvait plus durer avec la mère non plus. Si bien que j'ai proposé à Madelon de leur laisser le caveau à elles 2. Pendant que moi, de mon côté, j'irais faire un tour. Voyager tout seul, revoir un peu de pays. T'iras avec moi, qu'elle a protesté alors. Je suis ta fiancée, n'est-ce pas? T'iras avec moi, Léon, ou t'iras pas du tout. Et puis d'abord qu'elle insistait, t'es pas encore assez guéri. Si, que je suis guéri, que j'irai tout seul, que je répondais, moi, on n'en sortait pas. Une femme accompagne toujours son mari, faisait la mère, vous n'avez qu'à vous marier. Elle la soutenait rien que pour m'exciter. En entendant ces trucs-là, moi, ça me faisait souffrir, tu me connais. Comme si j'avais eu besoin d'une femme pour aller à la guerre, moi, et pour en sortir. Et en Afrique, j'en avais-tu des femmes? Et en Amérique, est-ce que j'avais une femme, moi?
Tout de même, de les entendre discuter comme ça, là-dessus, pendant des heures, ça me donnait mal au ventre. La colique, je sais bien à quoi ça sert les femmes tout de même. Toi aussi, hein? À rien. J'ai voyagé, moi, quand même. Un soir, enfin, qu'elle m'avait mis bien à bout avec leur salade. J'ai fini par lui balancer d'un coup à la mère tout ce que je pensais d'elle. Vous êtes qu'une vieille noix, que je lui ai dit. Vous êtes encore plus con que la mère en rouille. Si vous aviez connu un peu plus de gens et des pays comme j'en ai connu, moi, vous iriez pas si vite à donner des conseils à tout le monde. Et c'est toujours pas en ramassant vos bouts de suif dans le coin de votre dégueulasse d'église que vous l'apprendrez jamais, la vie. Sortez donc un peu aussi, ça vous fera du bien. Allez donc vous promener un peu, vieille ordure. Ça vous rafraîchira, vous aurez moins de temps pour faire des prières, vous sentirez moins la vache. Voilà comment je l'ai traité, moi, sa mère. Je te réponds qu'il y avait longtemps que ça me turlupinait de l'engueuler, et qu'elle en avait salement besoin en plus. Mais tout compte fait, ça serait plutôt à moi que ça a fait du bien. Ça m'a comme délivré de la situation. Seulement, on aurait dit aussi la carne qu'elle n'attendait que ce moment-là que je me déboutonne pour me traiter à son tour de tous les noms de salauds qu'elle savait. Elle en a bavé alors, et même plus qu'il en fallait. Voleur, feignant, qu'elle m'agonisait. Vous avez même pas de métier, ça va faire 1 an bientôt que je vous nourris, ma fille et moi, propre à rien, macro. T'entends ça d'ici? Une vraie scène de famille. Elle a comme réfléchi un bon coup, et puis elle l'a dit plus bas. Mais tu sais alors, elle l'a dit, et puis de tout son cœur. Assassin, assassin, qu'elle m'a appelé. Ça m'a refroidi un peu. La fille, en entendant ça, elle avait comme peur que je la bute sur place, sa mère. Elle s'est jetée entre nous deux. Elle lui a fermé la bouche à sa mère avec sa propre main. Elle a bien fait. Elles étaient donc d'accord, les carnes, que je me disais, moi. C'était évident. Enfin, j'ai passé. C'était plus le moment des violences. Et puis je m'en foutais après tout qu'elles soient d'accord. Tu pourrais croire qu'après s'avoir bien soulagé, elles allaient à présent me laisser tranquille, penses-tu? Mais non, ce serait pas les connaître. La fille a remis ça. Elle avait le feu au cœur et puis au cul. C'est la reprise de plus belle. Je t'aime, Léon, tu vois bien que je t'aime, Léon. Elle ne savait que ce truc-là, son je t'aime, comme si ça avait été la réponse à tout. Tu l'aimes encore, que repiquait sa mère en l'entendant? Mais tu ne vois donc pas que c'est rien qu'un voyou, à moins que rien? Maintenant qu'il a retrouvé ses yeux grâce à nos soins, il va t'en donner du malheur, ma fille, c'est moi qui te le jure, moi ta maman. Tout le monde a pleuré pour finir la scène, même moi, parce que je voulais pas me mettre trop mal avec ces deux salopes, me fâcher de trop malgré tout. Je suis donc sorti. Mais on s'était dit bien trop de choses pour que ça puisse résister encore longtemps, notre face-à-face. Ça a traîné tout de même des semaines à se disputer de ci, de là, et puis à se surveiller pendant des jours et surtout des nuits. On pouvait pas se décider à se séparer, mais le cœur n'y était plus. On avait encore surtout des craintes qui nous retenaient ensemble. T'en aimes donc une autre? Qu'elle me demandait, elle, Madelon, de temps en temps. Mais non, voyons, que j'essayais de la rassurer, moi. Mais non. C'était clair cependant qu'elle me croyait pas. Pour elle, il fallait qu'on aime quelqu'un dans la vie, et il n'y avait pas à en sortir. Dis-moi, que je lui répondais, ce que je pourrais bien en faire, moi, d'une autre femme. Mais c'était sa manie, l'amour. Je savais plus quoi lui raconter pour la calmer. Elle allait chercher des trucs comme j'en avais jamais entendu auparavant. J'aurais jamais cru qu'elle cachait des choses comme ça dans sa tête. Tu m'as pris mon cœur, Léon, qu'elle m'accusait. Et puis sérieusement, tu veux partir? Qu'elle me menaçait. Pars! Mais je te préviens que je vais mourir de chagrin, Léon. Moi, j'allais être à la cause de sa mort de chagrin? À quoi ça rime tout ça, hein? Je te le demande. Mais non, voyons, tu vas pas mourir, que je la rassurais. Je t'ai rien pris du tout d'abord, je t'ai même pas fait d'enfant, voyons, réfléchis. Je t'ai pas donné de maladie non plus, non? Alors, je veux seulement m'en aller, voilà tout. Comme qui dirait m'en aller en vacances. C'est bien simple, pourtant essaye d'être raisonnable. Et plus j'essayais de lui faire comprendre mon point de vue, et moins ça lui plaisait mon point de vue. En somme, on se comprenait plus du tout. Elle en devenait comme enragée à l'idée que je pouvais penser vraiment ce que je disais, que c'était rien que du véritable, du simple et du sincère. Elle croyait en plus que c'était toi qui me poussais à foutre le camp. Voyant alors qu'elle me retiendrait pas, en me faisant honte de mes sentiments, elle a essayé de me retenir d'une autre manière. Va pas croire, Léon, qu'elle m'a dit alors, que je tiens à toi, à cause des affaires du caveau. L'argent, tu sais, moi, ça m'est bien égal au fond. Ce que je voudrais, Léon, c'est rester avec toi. C'est être heureuse, voilà tout. C'est bien naturel. Je veux pas que tu me quittes. C'est trop de se quitter quand on s'est aimé comme on s'aimait tous les deux. Jure-moi au moins, Léon, que tu ne t'en iras pas pour longtemps. Et ainsi de suite que ça a duré, sa crise, pendant des semaines. On peut dire qu'elle était amoureuse et bien emmerdante. Elle y revenait chaque soir à sa folie d'amour. En fin de compte, elle a tout de même bien voulu qu'on laisse le caveau à sa mère en garde, à condition qu'on partirait tous les deux chercher ensemble du travail à Paris. Toujours ensemble. Tu parles d'un numéro? Elle voulait bien comprendre n'importe quoi, sauf que moi, je m'en aille seul de mon côté, et elle du sien. Pour ça, rien à faire. Alors plus elle avait l'air d'y tenir, et plus elle me rendait malade, moi, forcément. C'était pas la peine d'essayer de la rendre raisonnable. Je me rendais compte à force que c'était du vrai temps perdu, ou parti pris, et que ça la rendait plutôt plus enragée encore. Il a bien fallu que je me mette donc, moi, à en inventer des trucs pour m'en débarrasser de son amour, comme elle disait.
C'est de là que l'idée m'est venue de lui faire peur en lui racontant comme ça que je devenais un peu fou de temps à autre, que ça me prenait par crise, sans avertir. Elle m'a regardé de travers, d'un drôle d'œil. Elle savait pas trop si c'était pas encore un bobard. Seulement tout de même, à cause des aventures que je lui avais racontées auparavant, et puis de la guerre qui m'avait touché, et puis de la dernière combine, surtout avec la mère en rouille, et puis aussi de ma drôle de façon d'être devenu avec elle soudain, ça lui a donné à réfléchir tout de même. Pendant plus d'une semaine qu'elle a réfléchi, et elle m'a laissé bien tranquille. Elle avait dû en confier 2 mots à sa mère de mes accès. Toujours est-il qu'elles insistaient moins pour me garder. Ça y est que je me disais, moi ça va aller, me voilà libre. Déjà je me voyais me défiler bien tranquille, en douce, du côté de Paris, sans rien casser. Mais attends, voilà que je veux faire trop bien. Je fignole. Je croyais avoir trouvé le fin truc pour leur prouver une fois pour toutes que c'était bien vrai, que j'étais bien tout ce qu'il y avait de dingo à mes heures. Sans que je lui fais un soir à Madelon. Sans là derrière ma tête la bosse. Tu la sens bien la cicatrice dessus. Et c'est une grosse bosse que j'ai, hein? Quand elle l'a eu bien tâtée, ma bosse derrière la tête, ça l'a émue comme je peux pas te dire. Mais par exemple, ça l'a excité encore davantage, ça l'a pas dégoûté du tout. C'est là que j'ai été blessé dans les Flandres, c'est là qu'on m'a trépané, que j'insistais, moi. Ah, Léon, qu'elle a bondi alors en sentant la bosse. Je te demande bien pardon, mon Léon. J'ai douté de toi jusqu'à présent, mais je te demande bien pardon du fond du cœur. Je me rends compte, j'ai été infâme avec toi. Si, Léon, j'ai été abominable. Jamais plus je ne serai méchante avec toi, je te le jure. Je veux expier, Léon, tout de suite. Ne m'empêche pas d'expier. Dis, je te rendrai ton bonheur, je te soignerai bien. Va, à partir d'aujourd'hui, je serai bien patiente pour toujours avec toi. Je serai si douce. Tu verras, Léon, je te comprendrai si bien que tu ne pourras plus te passer de moi. Je te le redonne tout, mon cœur. Je t'appartiens tout, toute ma vie, Léon, je te la donne, mais dis-moi que tu me pardonnes, au moins, dis, Léon. J'avais rien dit comme ça, moi, rien. C'est elle qui avait tout dit alors. C'était bien facile qu'elle se réponde à elle-même. Comment donc il fallait s'y prendre pour qu'elle s'arrête? D'avoir tâté ma cicatrice et ma bosse, elle avait, comme qui dirait, saoulé d'amour d'un seul coup. Elle revoulait la prendre dans ses mains, ma tête, plus la lâcher et me rendre heureux jusqu'à l'éternité, que je veuille ou non. À partir de cette scène-là, sa mère a plus le droit à la parole pour m'engueuler. Elle la laissait pas causer, Madelon, sa mère. Tu l'aurais pas reconnu. Elle voulait me protéger jusqu'à la gauche. Fallait que ça finisse. J'aurais bien sûr préféré qu'on se quitte en bons amis, mais c'était même plus la peine d'essayer. Elle se tenait plus d'amour et elle était butée. Un matin, pendant qu'elles étaient parties aux commissions, la mère et elle, j'ai fait comme toi t'avais fait, un petit paquet, et je me suis tiré en douce. Tu peux pas dire après ça que j'ai pas eu assez de patience. Seulement, je te répète, on pouvait plus rien en faire. Maintenant, tu sais tout. Quand je te dis qu'elle est capable de tout, cette petite, et qu'elle peut très bien venir me relancer ici même d'un moment à l'autre, faut pas alors que tu viennes me répondre que j'ai des visions. Je sais ce que je dis, je la connais, moi. Et on serait plus tranquille, à mon avis, si elle me trouvait déjà comme enfermé avec les fous. Comme ça, je serais bien plus à mon aise pour faire celui qui ne comprend plus rien. Avec elle, c'est ça qu'il faut. Pas comprendre. 2 ou 3 mois auparavant, tout ce qu'il venait de me raconter là, Robinson, m'aurait encore intéressé. Mais j'avais comme vieilli tout d'un coup. Au fond, j'étais devenu de plus en plus comme Bariton. Je m'en foutais. Tout ça qu'il me racontait, Robinson, de son aventure à Toulouse, n'était plus pour moi du danger bien vivant. J'avais beau essayer de m'exciter sur son cas, ça sentait le renfermer, son cas. On a beau dire et prétendre, le monde nous quitte bien avant qu'on s'en aille pour de bon. Les choses auxquelles on tenait le plus, vous vous décidez un beau jour à en parler de moins en moins, avec effort quand il faut s'y mettre. On en a bien marre de s'écouter toujours causer. On abrège, on renonce. Ça dure depuis 30 ans qu'on cause. On ne tient plus à avoir raison. L'envie vous lâche de garder même la petite place qu'on s'était réservée parmi les plaisirs. On se dégoûte. Il suffit désormais de bouffer un peu, de se faire un peu de chaleur et de dormir le plus qu'on peut sur le chemin de rien du tout. Il faudrait, pour reprendre de l'intérêt, trouver de nouvelles grimaces à exécuter devant les autres. Mais on n'a plus la force de changer son répertoire. On bredouille. On se cherche bien encore des trucs et des excuses pour rester là avec eux, les copains. Mais la mort est là aussi, elle, puante, à côté de vous, tout le temps à présent, et moins mystérieuse qu'une belote. Vous demeure seulement précieux les menus chagrins. Celui de n'avoir pas trouvé le temps, pendant qu'il vivait encore, d'aller voir le vieil oncle à Bois-Colombes, dont la petite chanson s'est éteinte à jamais, un soir de février. C'est tout ce qu'on a conservé de la vie, ce petit regret bien atroce,
Le reste on l'a plus ou moins bien vomi au cours de la route, avec bien des efforts et de la peine. On n'est plus qu'un vieux réverbère à souvenir au coin d'une rue, où il ne passe déjà presque plus personne. Tant qu'à s'ennuyer, le moins fatigant, c'est encore de le faire avec des habitudes bien régulières.